Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Alors nous, c'est Reporter. Reporter, c'est le média de l'écologie, un site en accès libre qui parle d'écologie tous les jours et qui parle aussi de santé parce que c'est lié. On se rend compte que les sujets qui nous préoccupent, ce n'est pas que des questions de biodiversité, d'oiseaux, d'effondrement de populations animales. Nous aussi, on est en première ligne face à la toxicité du monde et pour aborder ces sujets angoissants, difficiles, on a choisi ce soir de se réunir pour donner la parole à celles et ceux qui luttent sur ces sujets-là, celles et ceux qui s'opposent à l'intoxication du monde. Donc pour venir nous éclairer sur la nécessité de ces combats, on a ce soir avec nous Élise Bordet, qui est une scientifique très présente sur les réseaux sociaux et qui s'attaque à des sujets vitaux comme la loi du plomb, les questions de cadmium, d'hexane, qui travaille en ce moment sur la dermatose nodulaire. En tout cas, tous ces sujets qui émergent, qui nous préoccupent. On est depuis quelques mois, quelques années, assaillis de nouveaux noms comme PFAS, cadmium, enfin des substances auxquelles on essaye de donner du sens et qu'on essaye d'éviter coûte que coûte, mais ça ne se joue pas au niveau individuel, ce sont des questions politique et c'est ce qui nous intéresse ici. Après Élise, il y a aussi Lydie Roth qui est membre du COADEP et qui, elle, vient nous parler de chlordécone. On a avec nous Tom Fortin de Vietnam Dioxine et Fleur Breteau du collectif, porte-parole du collectif Cancer Colère. On va commencer avec Élise Bordet et l'équipe de reporters que je n'ai pas présentée. Lauriane Cholet qui va mener les interviews avec moi et puis ensuite vous aurez droit à un quiz. Je te laisse le micro. Merci Amélie, bonsoir à toutes et à tous. Alors on va commencer cette soirée avec Élise Bordet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Élise Bordet, donc vous êtes chercheuse, ingénieure agronome et docteur en immunologie. Vous êtes titulaire d'une thèse à AgroParisTech. Alors je vais vous donner le titre, attention, on se concentre. La réponse immunitaire innée et adaptative du porc face au virus du syndrome digénésique et respiratoire porcin. Vous avez compris ? Vous pouvez garder vos questions pour la fin. C'était l'époque où la virologie n'était pas à la mode. Depuis, ça a bien changé. Donc, sur votre compte Instagram, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'Élise Bordet. Levez la main, qui a vu ces vidéos. Vous avez déjà des fans. Oui, donc, j'en reconnais qui m'ont écrit. Et donc, vous essayez de rendre la science accessible à toutes et à tous, notamment pour donner envie aux gens, en fait, d'agir pour la protection du vivant. Et donc, vous avez sûrement vu la vidéo qui a cartonné, celle où vous faites un petit peu la morale à Gabriel Attal, qui raconte n'importe quoi sur la loi du plomb cet été. Moi, j'aimerais commencer par une question assez simple, c'est est-ce qu'il faut être drôle pour faire passer des informations déprimantes ? Pas forcément, parce qu'on peut avoir comme objectif de déprimer, c'est un bon objectif. Mais après, sur la durée, le problème, c'est ce qui était mentionné tout à l'heure. Maintenant, pour se protéger, le politique ne faisant pas son travail, que ce soit clair, s'il faisait son travail, vous n'auriez pas besoin de comprendre ce qu'est un PFAS, ce qu'est le cadmium. Enfin, s'il le faisait un minimum déjà, ça serait encore mieux. Enfin, ça serait un bon début. Mais en fait, comme on a une nécessité maintenant d'informer la population pour qu'elle se protège elle-même, nous, je pense pas que si on faisait des 3 heures de talk sur le cadmium, tout le monde pourrait se concentrer sur ce sujet-là. Et on est tous submergés d'informations au quotidien. On a de moins en moins de temps parce qu'il y a tellement de contenus qui existent que nous, on se retrouve avec des contenus scientifiques qui sont en compétition par essence avec des contenus un peu plus rigolos ou faciles à regarder. Et puis on n'a pas non plus envie de plomber le moral des gens. Le but, on défend le vivant, on défend le fait de vivre et d'être heureux, pas d'avoir envie de se tirer une balle. Donc en fait, moi je pense que c'est quand même utile qu'on se remette en question. Moi j'ai eu beaucoup ce questionnement pendant le Covid. Je pense que nous, scientifiques, on doit adapter notre communication au monde actuel parce que sinon l'information va rester dans des tiroirs et entre nous. Et derrière, c'est pas pour ça qu'on a fait scientifique. Nous, quand on a démarré nos thèses et nos études,
on imaginait un pacte social qui était le scientifique produit de l'information et le politique l'utilise pour protéger la population. Là, on est dans une situation où le politique estime que la science est une opinion ou une option, voire même va contre, c'est-à-dire, c'est même pas met de côté, c'est va contre le bien commun. Là, c'était vraiment des décisions sur tous les sujets de la loi du plomb, et c'est ce qui fait que je me suis impliquée. On va en parler, je crois que je suis en train de sauter une question. Sur tous ces sujets, c'était la mauvaise direction pour l'avenir. Mais vraiment, ils n'auraient pas pu faire pire. C'était que des directions qui étaient pro-industrielles, pro-argent, et donc vraiment pas du tout destinées à la population. Nous, chez Reporter, il y a des lecteurs et lectrices qui nous écrivent en nous disant qu'on est trop déprimant. Donc, voilà, qu'on est trop plombant. Alors, justement, comment, vous en parlez un peu sur votre chaîne, comment vous faites pour lutter contre l'éco-anxiété qui nous ronge tous et toutes? Moi, j'estime que l'éco-anxiété, c'est une envie de survivre, ce qui me paraît quand même basique pour l'humanité. Bon, ça me paraît quand même presque un but de vie. Enfin, vous naissez, il faut survivre, il faut gagner de l'argent, il faut survivre, voilà. Donc, en fait, l'éco-anxiété, pour moi, elle est problématique si elle freine l'action, c'est-à-dire si elle crée la tétanie. Alors, bien sûr que je suis éco-anxieuse, plus moi, j'ai toutes les infos, plus j'ai tous mes copains spécialistes qui me redonnent des infos, donc c'est vrai que c'est un peu lourd. Mais en fait, l'action calme aussi. C'est-à-dire, l'action fait que dans votre vie, vous avez tous une zone d'influence, on a tous une zone d'influence. Et moi, ce qui m'apaise, c'est de me dire, si dans ta zone d'influence, tu as fait le maximum, t'es tranquille. On est 68 millions. J'espère que tout le monde ne compte pas sur Isbordé. Enfin, j'ai quand même... On sait jamais. J'aimerais pas. Enfin, on devrait pas. Mais moi, je devrais pas être connue. Je le dis souvent. Enfin, connue, c'est pas non plus Maria Carré, mais je veux dire... On ne devrait pas avoir à s'exposer autant. Et en plus, le scientifique, maintenant, ce qu'on nous reproche, c'est nous de nous exposer et d'avoir une opinion. Non, j'ai pas une opinion. Moi, mon point de départ, j'ai fait scientifique pour le groupe, le bien commun. C'est pas une opinion, c'est juste que quand vous allez contre le bien commun, oui, je vais aller contre vous. Voyez ? Et on est presque à la limite d'être obligé de faire du politique parce que ça ne marche pas. Il y a des super scientifiques du Muséum d'histoire naturelle. Ils font des rapports énormes, ça reste dans les tiroirs. Et la décision qui est prise, elle n'a pas du tout été prise en fonction du rapport. Donc, pour revenir à votre question, pour moi, la lutte contre l'éco-anxiété, c'est déjà profiter de la vie, être heureux quand on est dans des moments où on n'est pas en train de combattre, vraiment être heureux de vivre, en profiter, pas se culpabiliser. On ne peut pas tout le temps être tous à fond sur nos sujets. Par contre, si on est 68 millions, je sais pas, il faudrait calculer le minimum, la base nécessaire pour faire basculer le truc, mais on va atteindre la taille critique. Moi, j'y crois. C'est pas l'espoir, et donc je réponds plus clairement, l'espoir et l'action. Si on est là, c'est qu'on y croit encore un peu. Oui, mais bien sûr. Évidemment. Et donc, vous venez d'une famille d'agriculteurs en Bourgogne. Oui. En quoi votre enfance a-t-elle joué sur votre politisation actuelle ? C'est une super bonne question. Dans ma famille, on est très... mon père est maire de sa commune, c'est pas difficile. 50% de la population, c'est sa famille. Donc, pour convaincre, c'est quand même beaucoup plus facile quand tout le monde a votre nom de famille. Non, c'est vrai en plus, je ris, mais c'est pas drôle. Mais mes grands-parents mon grand-père était maire, donc on a toujours eu cette tradition. Et il y a deux choses. Agriculteur, c'est un peu la même idée que chercheur. C'est vous travaillez pour nourrir le monde correctement. Nous, on a toujours fait du bio sans dire que c'était du bio parce que juste on l'a fait à l'ancienne et que mon père déteste la paperasse. Donc en fait, il fait du bio sans le dire parce qu'il ne voulait pas faire les paperasses de bio. Mais il fait des vaches, c'est ça ? Oui, il fait des vaches. Il vient de prendre sa retraite. Mais chez nous, ça a toujours été... Et puis je pense ça a toujours été important le bien commun. Et ça a toujours été important de penser aux autres, le groupe. Mais mon père n'est pas forcément très politisé. Il est maire de sa commune, mais il n'est pas forcément très politisé. Mais le fait d'être agriculteur, qui est une profession qui est quand même... où il y a beaucoup de cancers, est-ce que ça vous a... Alors, il travaille avec son cousin qui, lui, était celui qui, d'ailleurs, traitait les vaches et qui est celui qui a eu le cancer. Parce que, du coup, c'était celui qui mettait le produit. Donc, c'est lui qui a eu le cancer de la prostate. Mais...
moi, je pense qu'il y a une chose qui a joué, c'est que on a été élevé dans la nature quand même, et donc et toute notre culture et notre vision du monde est basée sur une protection de la nature, et on a le droit de prélever de quoi vivre dans la nature que parce qu'on la protège par ailleurs, en fait. C'est ça que les gens ont perdu de vue, c'est qu'il y a un contrat moral avec la nature qui est je prélève ce dont j'ai besoin pour vivre, mais je te protège et je m'en occupe. Et je ne te détruis pas. Et l'autre point que je mentionne des fois, je pense que mon lien à la nature a joué, le fait que, voilà, après, le fait qu'ils aient bafoué toutes mes études, si vous voulez, ils l'ont déjà fait pendant le Covid, ça m'a déjà un peu chauffé. Là, c'était trop, je pouvais pas tenir, enfin, il fallait que je le dise. Et le troisième point, c'est que moi, mon père, il me disait un truc que j'ai compris, dont je me suis souvenu il n'y a pas longtemps. Il me disait toujours, si tu es dans une salle avec plein de gens qui vont dans une direction et que tu es sûr que c'est la mauvaise direction, lève-toi et hurle. Et toute petite, il me disait ça. Alors, moi, je dis, ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, c'est quand même une vision de vie qui dit, si toute une société va dans une direction mais qu'elle est mauvaise, tu dois en fait, c'est à toi de t'élever. Et on a cette culture dans la culture paysanne quand même. Giono disait ça des paysans. Il disait les paysans, c'est les gardiens de la mesure parce qu'ils sont pas vraiment dans le monde sociologique, ils sont dans le monde zoologique. Ils font partie d'un bout de nature. C'est ceux qui ont gardé un lien à la nature particulier. Et donc c'est pas des gens que tu peux lancer en faisceau dans une direction. C'est des gens qui normalement sont toujours gardiens d'une certaine mesure parce qu'ils rendent des comptes qu'à la nature. Et j'aime bien cette idée. Mais on n'est pas très politisé finalement. On est en local, quoi. C'est beau. Lève-toi et hurle. C'est ce que vous avez fait chez Sanofi, parce que vous avez commencé votre carrière. Ouais, je suis un peu tout le temps. Ouais, j'ai un peu chez Sanofi. Et vous êtes parti parce que vous dites que ça correspondait plus à vos valeurs. Non, mais ça a jamais vraiment. Enfin, j'ai jamais été très. Ils m'ont embauché parce que quand je suis rentrée, parce que je faisais un MBA en alternance et c'était chez eux. J'ai bien gueulé pour pas y aller, ça n'a pas marché. J'y suis allée, j'ai été contente quand même, mais j'ai gagné beaucoup d'argent, donc faut quand même pas dire par rapport à mes parents notamment, faut quand même pas cracher dans la soupe. J'ai travaillé 3 ans là-bas dans la partie R&D. Moi, je croyais dans ce que je faisais. Je pense que c'est important aussi de le dire. On peut croire dans ce qu'on fait, même dans des grands groupes, et défendre ce qu'on fait et défendre. Moi, j'avais voulu toute ma vie créer des médicaments. Bah, c'était mon rêve. Ça peut être discutable, on peut en discuter, mais j'étais assez fière de ce rêve-là. D'essayer de créer. J'étais dans la partie anti-cancer, de ce qui m'a servi plus tard à défendre ce sujet. Mais oui, je me suis toujours enfuie des endroits où il fallait suivre une règle sans pouvoir la remettre en question. C'était comment la machine à café avec vos collègues du coup Moi j'étais très décalée, hein. J'ai toujours été un peu la nana décalée. Tout le monde me connaissait parce que j'arrêtais tout le monde à la machine à café pour parler de One Health. Donc j'avais formé, mais même jusqu'au COMEX de Sanofi. One Health, c'est santé humaine, santé animale et santé environnementale. C'est qu'une seule santé. En fait, il faut arrêter de séparer. D'ailleurs, c'est ce qui a péché dans Covid. C'est qu'il aurait fallu aller chercher les vétérinaires au jour 1 parce que ils auraient été capables de gérer beaucoup mieux que les médecins. Parce qu'en fait, quand même, on peut peut-être discuter du fait que quand une maladie est chez l'animal, elle est étudiée par les vétérinaires. Après, elle passe chez les médecins, mais les médecins pourraient peut-être utiliser ce qui a été créé comme information par le vétérinaire. C'est une autre discussion. En fait, à force de scier les connaissances, c'est le problème qu'on a avec la science. On a scié les connaissances et on a dit il y a des experts de ci, il y a des experts de ça. Hein. En fait, non, la santé, votre santé, elle dépend totalement de votre environnement. Et vos collègues, ils étaient réceptifs ? Ben, j'étais connue comme la nana qui tenait à ce sujet-là et franchement, ils acceptaient. J'étais un peu, j'étais space, mais ça allait. Vous les avez convaincus ? Franchement, oui. Ils sont très forts en One Health. Alors, sur votre chaîne, vous parlez beaucoup de ces nouvelles substances, cadmium, hexane, acétamipride. J'arrive à le prononcer une fois sur 2. J'ai réussi ce soir. Bravo. Quand on vous écoute, donc c'est un peu le bingo des substances toxiques dans notre assiette. Comment on fait pour les éviter ? C'est une question qui n'est pas facile, mais qu'on avait envie de vous poser quand même. Si, c'est une question qui est plutôt facile. On revient... Mais en fait, parfois, moi, ce que j'identifie même dans nos causes, dans nos combats, quand les solutions sont trop simples, la société n'est pas prête à l'accepter parce que ça paraît trop simple. C'est-à-dire, si la solution est trop simple, tout le monde dit « Ah ouais, non, merci, on y aurait pensé. » Non, le preuve en est qu'on en est là. Et en fait, il suffit de manger... il faut manger bio. Ça, je pense que je le dis, je l'apprends à personne. Enfin, pesticides, par essence, c'est des molécules faites pour tuer le vivant. Ça marche, donc ça tue le vivant. Je vous rappelle que vous êtes du vivant. Enfin, je veux dire, nous, on est obligé de réexpliquer ça, mais pour des scientifiques, on devient dingue.
Des fois, nous, on devient quand même un peu dingue, faut le dire. On était déjà un peu olé olé, mais là, on est déjà communus un peu comme les savants fous, mais vraiment, ça va pas nous aider. Donc, en fait, on s'informe, mais il faut pas que ça soit anxiogène. J'ai des mères qui m'écrivent en me disant on peut plus rien donner à nos enfants. En fait, c'est pour ça que je parlais de simplicité. Il faut manger simplement des produits non transformés, bio, achetés à des producteurs locaux que vous connaissez et vous savez qu'ils vont pas faire des dingueries. Alors, ça ne fait rêver personne, malheureusement, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas, mais voilà, il faut manger simplement. Ça fait pas forcément un programme politique aussi. Ouais, non, mais quand c'est simple, ça ne plaît pas. Quand c'est la mesure, quand c'est pas instagrammable, autre question, en fait. Parce que c'est super l'avocat toast parce que c'est instagrammable, la mangue c'est instagrammable, le brocoli, bon, l'endive, ça n'a pas le poireau, vous voyez, ça ne déclenche pas des foules de la même manière. Donc en fait, c'est aussi dire voilà, nous la meilleure manière de se protéger, c'est de manger l'alimentation que vous aurez donnée votre grand-mère en fait. Moi je dis toujours ça. Réfléchissez à comment votre grand-mère vous faisait à manger. Jamais elle vous aurait donné un hachis parmentier sorti de la boîte. Manger comme sa grand-mère. Merci. Bah oui, ou ton grand-père, enfin c'est pareil. Mais... Merci beaucoup, Élise Bordet. Vous allez rester avec nous. Est-ce que vous pouvez me mettre juste là et vous pourrez poser des questions à la fin. Je donne la parole à Amélie. Merci. Maintenant, c'est Lilith qui vient avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Amélie, merci. Donc, vous êtes membre du COADEP, du collectif des ouvriers agricoles qui lutte contre le chlordécone. Donc on a parlé endive et poireaux, on va parler banane et charançon. Vous allez peut-être nous expliquer aussi pourquoi, au moment où on vous a interrogé sur Reporter, vous nous avez dit, nous, en Guadeloupe, en Martinique, avec le chlordécone, nous sommes le brouillon de la loi du plomb. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Alors déjà, bonsoir et merci de m'inviter et de nous donner la parole. C'est un honneur pour nous d'être là et de représenter les ouvriers agricoles. Alors quand j'ai répondu à cette question sur la loi du plomb et le fait qu'on soit le brouillon, c'est que, et je reprends les paroles de Fleur Breteau qui est avec nous aussi, c'est que la loi du plomb, c'est une loi en fait qui a autorisé un pesticide dangereux, qui voulait autoriser un pesticide dangereux. Pourquoi nous sommes le brouillon, nous, aux Antilles ? C'est parce que on a déjà eu affaire à cette situation de pesticides, donc en l'occurrence le chlordécone, qui n'a d'ailleurs jamais été homologué pour être vendu. Il a été autorisé avec des autorisations de mise sur le marché, mais la Comtox l'avait déjà éloigné parce que beaucoup trop dangereux. Et quand je dis qu'on était le brouillon, c'est parce que ce que vous avez vécu avec la loi du plomb ici, nous on l'a vécu avec le chlordécone il y a déjà des années, il y a plus de 50 ans. Et contrairement à la France hexagonale, nous, on n'a pas eu droit de recours, on n'a pas eu le droit d'invoquer la démocratie, de faire des pétitions. En fait, ça nous a juste été imposé. Alors que ici, ça a été discuté quand même en assemblée. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes le brouillon. C'est que ce pesticide-là qui est dangereux, qui a été autorisé par Jacques Chirac, a été mis en place, a été utilisé et... La loi du plomb, pour moi, c'est une représentation de ce qu'on a déjà fait, du coup, aux Outre-mer. Et oui, le chlordécone, ça a été... on sait que c'est dangereux depuis le début des années 70. Aux États-Unis, ils ont su bien avant nous que c'était dangereux. Et pourtant, on l'a autorisé jusqu'en 93. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi ce pesticide et quel danger, qu'est-ce que ça représente comme risque pour la santé. Il y a notamment le fait que ça reste très, 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 très longtemps dans les sols. Exactement. Pour la santé, c'est déjà un perturbateur endocrinien. C'est quand même un produit qui est en corrélation avec le cancer de la prostate qu'il y a chez nous. On est quand même les deuxièmes mondiaux derrière les États-Unis. C'est un produit qui pollue, je l'ai déjà dit, mais les sols, les eaux, tout l'écosystème, et qui non seulement a une incidence sur la vie, la santé du vivant, donc humains, animaux, végétaux, mais qui a une incidence économique, qui a une incidence sur absolument tout, qui décide de tout. Le chlordécone, c'est un peu une prison qu'on ne voit pas, qui plane un peu au-dessus et qui va empêcher en fait notre aussi épanouissement alimentaire, qui va empêcher qu'on soit autonome alimentairement parlant, qui va détruire par exemple les métiers comme la pêche aux abords des côtes, qui détruit économiquement aussi des familles. Puisque quand on est malade et qu'on n'est pas forcément reconnu, pas d'indemnisation. Donc le chlordécone, c'est en plus être un pesticide, je dirais que c'est le produit
qui tue la population et qui tue en fait la Martinique et la Guadeloupe. Ça veut dire que tout le monde a en tête, quand on mange ou quand on boit ou quand on a toujours la menace, l'épée de Damoclès du chlordécone quelque part en tête. C'est ça que vous... Ben exactement, il y a cette crainte de se dire que si on mange, qu'on veut manger local, qu'on veut pas forcément manger dans les centres commerciaux parce que les produits sont pas les meilleurs non plus. Il y a cette crainte de se dire est-ce qu'on s'empoisonne au chlordécone. Nous, on a une culture où on mange beaucoup de légumes racines, donc ça nous coupe de notre culture aussi. Dans nos territoires, on a des gens qui vivent de la pêche, qui vivent de la chasse, parce que c'est un loisir pour eux, c'est notre culture, quoi. Et en fait, on a toujours ce fait de se dire si je mange, est-ce que je me contamine? Est-ce que je contamine mes enfants qui vont peut-être venir, puisque ça se transmet de la mère à l'enfant dans le cordon ombilical pendant la gestation. C'est un produit qui reste dans les graisses. Donc, il y a toujours cette crainte de se dire est-ce que ce que je consomme ne va pas me tuer? Parce qu'on a beau avoir des limites maximales de résidus autorisées par l'État, on a beau dire dans la communication qu'on peut ou non développer des maladies, et parfois même une micro-goutte peut développer quelque chose. Donc on a toujours cette peur-là, cette anxiété de développer des cancers. Et pas que des cancers, il y a beaucoup d'autres maladies, mais on a toujours cette inquiétude-là. Et au quotidien, c'est pas évident. Les gens essaient de faire comme ils peuvent, mais c'est pas évident. Et parfois, le même simple fait de boire de l'eau du robinet, on peut se contaminer. C'est un geste tellement simple qu'on fait, et en fait, on oublie. On oublie. Vous, à quel moment et comment vous avez pris conscience qu'il y avait un problème à cet endroit-là? Est-ce que depuis toujours le chlordécone c'est un scandale sanitaire, ou est-ce qu'à un moment ce scandale sanitaire vous est apparu comme il vous apparaît aujourd'hui? C'est quelque chose qui a été quand même assez tabou, j'ai envie de dire, le chlordécone dans les familles. Les hommes ont honte d'en parler parce que le cancer à la prostate amène tout ce qui touche à l'homme en particulier. Donc, je dirais que j'ai eu des petits exemples dans le sens où dans ma famille, en général, chez tous les Antillais, on a tous un tonton ou une tati qui a un problème. Il y a des gens qui peuvent avoir Parkinson ou Alzheimer. Tu sais que tu as un tonton qui a un cancer de la prostate. Enfin, il y a des gens qui ont des tremblements. Enfin, on l'expérimente, on va dire. Et du coup, le chlordécone, on le sait sans le savoir. Mais ce qui m'a vraiment poussée sur ce chemin, c'est ma reprise d'études et ma rencontre avec justement le président de mon association que je représente aujourd'hui. Et c'est à travers lui que j'ai vraiment appris, que j'ai connu l'ampleur des dégâts du chlordécone et que je me suis dit, en fait, il y a ça, on tire un fil et puis en fait, on en tire et on en tire encore. Et ça, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et ça passe sous silence puisque c'est loin, puisqu'on a besoin de bananes, puisque l'économie, Bruxelles et tout tralala. Donc, ça passe sous silence, mais une fois qu'on sait, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on sait, on peut plus fermer les yeux sur cette situation. C'est quand même une honte qu'un problème de santé publique soit aussi peu entendu et qui n'ait pas la portée que l'affaire du scandale du sang contaminé connaît encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se scandalise encore de cette affaire-là. Et pourtant, ça commence à changer parce qu'on prend la parole, on participe à pas mal de choses. Mais pourtant, j'ai l'impression que le scandale du chlordécone est encore toujours vu un peu avec une porte entrouverte, alors qu'en réalité, c'est un scandale qu'on puisse se dire que autant de personnes sont contaminées et que l'État ne met pas de politique publique pour vraiment arranger les choses. Et je mets le mot vraiment en majuscule. C'est un produit aussi, c'est un héritage colonial, le chlordécone. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le lire, comme un produit qui favorisait une industrie plutôt aux mains des béquets et qui ruinait la santé plutôt des populations locales. Je ne sais pas, ma grille de lecture est peut-être un peu schématique. Non, c'est ça, mais... c'est très bon schéma, très bon schéma, 20 sur 20. Oui, colonial, puisque c'est un produit qui est imposé à toute une population et que les premiers touchés sont les ouvriers agricoles, mais avec l'eau qui se diffuse avec la consommation et l'écosystème, en fait, c'est toute la population. Et je ne sais pas si c'est la prochaine question, peut-être que j'anticipe, mais le taux de contamination dépasse quand même les 90%. Donc, ça alarme de se dire autant de personnes sont contaminées par ce produit toxique, reprotoxique, et
ce qui est mis en place, c'est on apprend aux Antillais à manger correctement, d'aller voir un diététicien. C'est comme ça qu'on traite le chlordécone aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a quand même... c'est quand même assez déconnant comme situation de se dire qu'avec un produit aussi dangereux, ce qu'on a comme suivi, c'est un diététicien, quoi. C'est très léger, c'est très léger. Et le chlordécone, une fois qu'il est là et il reste. Et les ordres de grandeur varient, mais on est pour sûr en centaines d'années, en plusieurs siècles. Donc c'est des générations et des générations qui sont contaminées. Et qui sont les victimes du chlordécone? Quelles sont les principales populations? Donc plus de 90%, à vous entendre, c'est tout le monde. Mais on a des populations plus vulnérables et plus fragiles que d'autres par rapport à ce phénomène-là? Alors oui, alors tout le monde est touché, effectivement. On ne développe pas tous des maladies, mais on peut en développer. Mais les personnes les plus invisibilisées dans ce problème de chlordécone restent les femmes et les enfants. Puisque les hommes qui développent un cancer de la prostate et qui ont été professionnels de la banane peuvent obtenir des indemnités. Et encore, c'est soumis à des règles tellement strictes que qui ne prennent pas qui ne prennent pas en compte du coup le biais racial et colonial de la déclaration des ouvriers. Mais du coup, les premières victimes restent les femmes ou les cancers du sein, l'endométriose, les cancers de l'utérus, qui peuvent être aussi en lien avec le chlordécone parce que les femmes étaient sur les bananeraies et c'est elles qui épandaient le chlordécone à main nue. Donc, elles sont pas prises en compte, donc elles sont pas indemnisées. Et puis aujourd'hui, comme témoignage, je peux vous dire que je connais une femme qui ne peut pas avoir d'indemnité de maladie professionnelle et qui aujourd'hui a 160 € de retraite. Parce qu'elle n'a pas été déclarée par les béquets. Voilà. Ils ont déclaré un peu comme ils voulaient. Voilà. Alors, il y a du chemin pour la prise de conscience de l'ampleur de ce scandale sanitaire. Et du coup, du chemin, vous en avez fait cet été. Vous avez décidé de marcher pendant 20 jours, je crois, en août, de Versailles à Saint-Brieuc pour porter le sujet du chlordécone. Qu'est-ce que vous attendiez? On vous voit d'ailleurs marcher. Qu'est-ce que vous attendiez de cette marche? Et qu'est-ce qu'on peut gagner maintenant que le produit est là, maintenant que l'intoxication et la pollution est là? Qu'est-ce que peut porter la mobilisation? Alors, on a eu beaucoup de soutien. On râlait beaucoup de ne pas en avoir assez. Et maintenant, on en a de plus en plus. Donc, merci beaucoup pour tous les soutiens. Ce que cette marche a apporté, c'est de pouvoir visibiliser forcément le chlordécone. On a pu récolter des fonds. La cagnotte est encore ouverte, mais on a quand même réussi à atteindre notre objectif. Et ça, c'est super parce que ça permettra au collectif concrètement de continuer à aider la recherche. On est porté sur des enquêtes d'épidémiologie populaire parce que je pense, et nous pensons au COADEP, que c'est important d'avoir les expériences des personnes encore en vie pour pouvoir orienter la recherche. Aujourd'hui, la recherche scientifique accentue encore sur la corrélation entre la prostate, le cancer de la prostate et le chlordécone. Et quand on questionne les populations sur le terrain, on se rend compte qu'elles en ont marre en fait d'entendre. Elles disent mais il n'y a pas que la prostate en fait. Nous les femmes on y était. Les enfants qui ont travaillé dans les bananeraies dans les années 70, la plupart sont morts aujourd'hui. Donc cette marche-là a permis vraiment de donner, de permettre de visibiliser la parole des moins entendus, que les gens soient au courant de ce qui se passe sur leur territoire et en leur nom, que les gens soient au courant que cette monoculture de la banane, en fait, ça n'aide pas l'économie. Il ne faut pas croire qu'en mangeant des bananes Guadeloupe-Martinique, on aide l'économie. Au contraire, on favorise, on nourrit ce vorace capitaliste qui est le béquet. Et en fait, on n'aide pas les petites productions à se développer. Donc, grâce à cette marche et grâce à tout le monde qui ont participé, partagé, soutenu, je trouve qu'on a fait quand même une belle avancée et on est très heureux de ça. Et grâce à tout le monde et aux gens qui nous ont aidés, on pourra vraiment ouvrir le champ des possibles pour la recherche. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des responsables politiques aujourd'hui? C'est des indemnisations, c'est la reconnaissance d'autres cancers, du lien entre le chlordécone et d'autres cancers? Alors, j'ai envie de dire une vraie reconnaissance, oui. Mais avant tout, nous, ce qu'on attend du politique, et c'est aussi un combat qu'une camarade à moi qui est dans la salle porte aussi, c'est le problème du chlordécone ne sera pas réglé tant qu'on ne sera pas inclus dans la Charte sociale européenne. Et là, je lance un petit appel à ma copine qui est là. Si tu peux te lever, Sabrina, c'est très rapide. C'est grâce à cette femme-là que vous voyez ce soir que les travaux sur notre inclusion, les Outre-mer de la Charte sociale européenne, sont portés. Cette femme-là, c'est une femme que je connais depuis quelques temps maintenant, qui porte le combat des Outre-mer très loin, qui fait en sorte qui se bat de toutes ses forces, et elle est
elle n'est pas forcément aidée, qui fait en sorte que les Outre-mer soient à partir dans la Charte sociale européenne, parce qu'à partir de là, on pourra faire valoir les droits, que ce soit l'accès à l'eau pour lequel ma copine se défend aussi, la reconnaissance du chlordécone et toutes les injustices qui se passent chez nous. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Tom Fortin, et ça résonne un peu parce que il est question de parler d'agent orange et de Vietnam dioxine. Je redonne la parole à ma collègue Lauriane. Merci, Tom. Merci. Bonsoir, Tom. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes membre du collectif Vietnam Dioxine. Donc, Vietnam Dioxine, je ne sais pas si vous connaissez dans la salle. Je sais qu'il y a d'autres membres du collectif. Ouais. Oui, c'est ça. Ces deux dames dont on a fait le portrait. Alors, donc, Vietnam Dioxine, c'est un collectif d'écologie décoloniale qui soutient donc les victimes de l'agent orange, dont Trantonia, je ne sais pas si vous voyez son t-shirt, dont on va parler, qui est une très grande dame. Pour vous faire le point, donc l'agent orange, pendant 10 ans, pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont déversé 80 millions de litres d'herbicides sur les forêts du Vietnam pour que les feuilles tombent et qu'ils puissent voir les combattants. Je vais très vite, hein, mais ça a contaminé environ 5 millions de Vietnamiens et Vietnamiennes. Et les militaires américains ont été indemnisés, mais pas du tout les victimes vietnamiennes. Et donc c'est un crime qui restait impuni. Et en 2021, Trantonia, donc qui est franco-vietnamienne, a porté plainte contre Monsanto et d'autres multinationales qui donc fabriquaient l'agent orange, qui est un des herbicides qui a été utilisé. Donc déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur où est-ce que vous en êtes en termes du combat juridique avec Trantonia en France ? Ouais, donc effectivement, Nial a porté plainte en 2013 et comme vous disiez, c'est en 2021 que c'est passé au tribunal d'Evry. Et le tribunal d'Evry a rejeté la plainte, ils se sont déclarés incompétents en proclamant l'immunité de juridiction. Donc je vais y revenir après, mais bon, il se trouve qu'on n'est pas d'accord avec ça. Du coup, c'est passé en cours d'appel, donc en mai 2024. En août 2024, Trantonia, elle a appris qu'elle avait perdu à nouveau. L'ironie du truc, c'est qu'elle a dû même verser quelques dédommagements aux multinationales. Donc on peut imaginer une femme franco-vietnamienne de 82 ans face à Monsanto, quoi. L'injustice que c'est. Et du coup, elle se pourvoit en cassation. Donc le procès part en cours de cassation. Donc a priori fin 2026. Il n'y a pas encore de date officielle. Et du coup, on va avoir besoin de sous, elle va avoir besoin de votre soutien. Et effectivement, donc elle est représentée par Maître Repolt, Maître Bourdon, qui conteste l'immunité de juridiction parce qu'en fait, c'est normalement appliqué aux entreprises de droit public, aux États. Et là, il s'agit des entreprises de droit privé. Parce que la toxicité était connue, c'est un peu comme le cas du chlordécone d'ailleurs. La toxicité était connue par les entreprises et puis voilà, elles prétendent qu'elles ont fait que répondre au gouvernement alors qu'elles ont répondu à un appel d'offres. Est-ce qu'on peut expliquer concrètement, Trantonia, quand elle était donc petite, elle a reçu une dose, c'est quoi les conséquences sur sa santé aujourd'hui ? C'est quoi les conséquences sur les corps de ces Vietnamiens et Vietnamiennes qui ont été contaminés ? Ouais. En fait, il y a 17 maladies qui ont été reconnues par les États-Unis. Donc parmi lesquelles, alors je connais pas la liste des 17, je suis désolé. C'est beaucoup peut-être celle dont souffre aussi Trantonia. Ouais, en fait Trantonia, pareil, j'ai pas la liste exacte, elle souffre de 5 maladies, parmi lesquelles tuberculose, ouais, et je regarde ma camarade et diabète, 5 maladies au total. Après, dans le cas de Trantonia, ce qui est le plus marquant, peut-être, je mets des énormes guillemets, c'est parce qu'en fait, donc l'agent orange, ça cause notamment des malformations. Et ces effets-là qu'on appelle tératogènes, ils ont été connus dès 69. Les épandages se sont terminés qu'en 71. Et Trantonia, donc qui était résistante pendant la guerre du Vietnam, qui pour le coup fait partie des personnes qui ont été exposées directement, elle a perdu sa première fille à l'âge de 17 mois. Voilà, donc quand vous me demandiez de donner un petit peu des exemples... Sur les enfants aussi, il y a vraiment beaucoup de choses, des conséquences sur les enfants. Ouais, c'est ça. C'est que par exemple, quand vous regardez... parce qu'il y a 2 docus qu'on diffuse parfois au collectif Vietnam Dioxine sur l'agent orange. En fait, c'est effectivement des enfants qui naissent encore aujourd'hui avec des très lourdes invalidités. Des malformations, souvent létales, enfin parfois létales.
Donc ça se transmet de génération en génération. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, l'agent orange, la dioxine, enfin la TCDD, donc qui est la dioxine, c'est une famille, c'est l'élément le plus toxique des dioxines. La TCDD, c'est extrêmement stable. Alors, je vais pas rentrer dans les détails. Au pire, vous poserez des questions. Enfin bref, c'est très stable dans les graisses et très très stable dans les sols. Il y a un phénomène de bioaccumulation, c'est-à-dire que les plantes, elles chopent de la dioxine, puis les animaux, ils mangent des plantes, puis parfois même les humains mangent des animaux, ou ils mangent des végétaux d'ailleurs. Et donc, vous avez ce phénomène de bioaccumulation. Et donc, comme en plus c'est très stable, donc il y en a encore dans les sols aujourd'hui, et puis donc ça continue effectivement de se transmettre à l'heure actuelle. Donc, comme dans les Antilles, en fait, c'est contaminé les sols, les corps, l'eau. Ouais. On peut pas, c'est très difficile de s'en défaire. Et en quoi c'est symbolique du racisme environnemental, cette lutte? Alors peut-être ce qui est le plus symbolique du racisme environnemental, vous l'avez déjà dit, c'est en fait la différence de dédommagement entre les victimes vietnamiennes et les victimes états-uniennes. Parce que du coup, donc les victimes états-uniennes, je crois en 84, en tout cas dans les années 80, elles ont reçu 180 millions de dollars pour, je crois, quelque chose comme 50 000 vétérans de dédommagement. Et les victimes vietnamiennes, nada. En fait, il y a eu une plainte en 2015 de la VAVA, donc c'est l'association vietnamienne des victimes de l'agent orange, et elles ont eu aucun dédommagement. Donc la hiérarchie des corps, elle se fait même après la guerre. Donc c'est déjà en ça, c'est extrêmement représentatif du racisme environnemental. Comme aux Antilles, c'est même système. On a beaucoup de... Et justement, comment on fait pour que les gens en France ils se sentent concernés par une lutte qui est loin dans le temps et qui est aussi loin géographiquement? Ouais. Alors, en fait, loin dans le temps, du coup, comme on dit que l'agent orange tue encore, en fait, je pense que c'est le meilleur élément. Enfin, c'est peut-être le premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 3 à 5 millions de personnes touchées encore aujourd'hui. Comme je vous disais, il y a des images qui ont été tournées aujourd'hui avec des personnes qui naissent avec des lourdes invalidités. Donc, c'est un phénomène actuel. Après, je pense que c'est important aussi Enfin, c'est toujours important de s'intéresser à l'histoire. Il y a des leçons du passé qui valent pour aujourd'hui. On peut faire des ponts. Monsanto, par exemple, fabrique le phosphore blanc aux États-Unis et le phosphore blanc est utilisé par Israël en Palestine. Et les étudiants qui manifestaient pour le Vietnam à l'époque, aujourd'hui, c'est pas les mêmes évidemment, manifestent pour la Palestine. Donc en fait, on peut s'amuser comme ça. D'ailleurs, petite pub, mais on a un fanzine sur les liens Vietnam-Palestine sur notre Linktree si vous allez sur nos réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, on peut faire des ponts comme ça avec l'actualité. Et en plus, il y a des victimes de l'agent orange encore aujourd'hui. Et pour répondre sur le côté géographique, du coup, il y a un peu 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est peut-être de parler de la diaspora. Donc Laos, cambodgienne, vietnamienne, c'est à peu près 300 000 personnes en France. Donc des victimes de l'agent orange, il y en a certainement en France. Voilà, on n'a pas encore lancé ces travaux, mais on espère au collectif Vietnam Dioxine qu'on pourra démarrer comme ça quelque chose de soutenir un travail peut-être de je sais pas, de recensement ou en tout cas quelque chose autour de ça, parce que c'est sûr, il y a des victimes de l'agent orange en France. Qui s'ignorent, des victimes qui s'ignorent encore, qui ne comprennent pas l'origine de leurs symptômes, parce que ça peut sauter des générations, etc. Et puis voilà, après de toute façon, le deuxième élément de réponse, c'est que je pense qu'il faut faire attention à nos biais qui sont naturels, bien sûr, cognitifs. J'écoutais Sama Karaki qui en parle, par exemple, dans l'empathie politique. Il faut faire attention à ces biais-là, et je pense se dire qu'une vie, qu'elle soit ici ou qu'elle soit ailleurs, c'est une vie, et du coup, voilà quoi. Et comment vous faites pour tisser justement des liens avec d'autres collectifs qui peuvent avoir les mêmes problématiques que vous? Ouais. Par exemple, avec le COADEP, on a organisé une soirée qui était très cool. Là, les liens, vous les avez faits pendant que je parlais, donc ils sont assez évidents. Après, les liens avec les collectifs qui sont en lutte contre les pesticides, on les fait assez naturellement parce qu'en fait, on a les mêmes ennemis. Le glyphosate, c'est Monsanto, et l'agent orange, c'est en partie Monsanto. Et je disais, le phosphore blanc, c'est Monsanto. Donc en fait,
La question des armes chimiques que nous, on traite beaucoup au collectif Vietnam Dioxine quand on nous appelle à intervenir je ne sais où, et la question des pesticides, en fait, on a les mêmes ennemis. Donc je pense que les ponts se font assez vite. Nous, on a un camarade qui est au combat Monsanto. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ça répond très bien. C'est vrai qu'on aurait pu inviter encore d'autres collectifs, mais là, notre salle est petite. Et donc, je vais passer la parole à Amélie pour notre dernière intervenante. Merci beaucoup. Qui est Fleur. Eh ben, merci. Bonsoir. Merci Fleur Breteau d'être avec nous. Fleur, vous êtes malade de cancer et en colère. En tout cas, c'est comme ça qu'on a titré le portrait qu'on vous a consacré en juin dernier. Et c'est pour que vous puissiez nous raconter cette colère que vous êtes là ce soir. Certains se souviennent sans doute de votre intervention à l'Assemblée qui a pas mal circulé, où c'était au moment du vote de la loi du plomb et vous, dans un élan de rage, invectiviez les députés en leur disant vous êtes les alliés du cancer et on le fera savoir. Donc on est encore là pour le faire savoir. Et peut-être très basiquement, pourquoi ce texte vous a mis hors de vous ? Alors c'est le texte lui-même, Élise Bordet le disait tout à l'heure, son contenu défend les industriels de l'agriculture et l'agrochimie et n'offre aucun bénéfice ni aux paysans ni à nous, mais aucun, voire même nous saccage encore plus. Donc évidemment, moi j'avais découvert l'existence de la loi du plomb le 27 janvier quand elle a été adoptée au Sénat. J'étais en pleine chimio, un peu trash. Et pendant que j'avais mes perfusions, je voyais les sénateurs qui étaient tout contents, ils avaient bien bossé, ils avaient voté pour la loi du plomb. Voilà, je dois dire que ça m'a fait un effet chimique. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était que l'acétamipride, à ce que c'était que la problématique des éleveurs, des pesticides, etc. Et entre-temps, j'ai découvert que... Donc Tom, tu fais le lien, toi, entre le glyphosate et l'agent orange. Leur point commun, c'est que c'est le même fabricant. Et moi, le lien que j'ai fait, c'est que les fabricants de pesticides peuvent aussi fabriquer des traitements contre le cancer. Donc quand on apprend ça en pleine chimio, c'est vrai que ça réjouit, ça fait du bien, on se sent bien, on se sent content. Et c'est vrai que là, je me suis dit, il y a un problème de conflit d'intérêts majeur. C'est-à-dire que je ne vois pas comment c'est possible. Comment ça peut être autorisé. Un truc, s'il se trompe de cuve, je sais pas, par exemple. Enfin bon. Et au-delà de ça, juste se dire que des gens répandent les maladies pour les soigner. J'aurais vu ça sur YouTube, j'aurais cru que c'était un truc de complotiste, mais c'est la réalité. Donc oui, le jour de la loi du plomb, on était invités pour assister à la séance avec des associations de victimes, des parents dont les enfants sont décédés ou ont dû traverser un cancer dès l'âge de 3 ans. Voilà. Et on pensait que ça allait mettre un peu de solennité au vote. C'était complètement raté. C'est-à-dire que notre présence n'a ému personne. Et moi, ce qui m'a choquée, en fait, c'est le fait d'entendre des mensonges à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ça qui m'a heurté parce qu'ils mentent et personne ne leur dit vous mentez, citez vos sources, comment vous pouvez dire ça. Personne, ils ne sont pas tenus de dire la vérité, de citer leurs sources, donc on peut raconter n'importe quoi. Et moi, je suis en brouillard chimio, je vois ça, je vois des ministres, des parlementaires qui racontent n'importe quoi, qui en plus, je le vois bien, sont imperméables à l'enjeu de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils refusent de dire les phrases les pesticides sont dangereux pour la santé, il y a les scientifiques alertent sur les conséquences des pesticides. Ce sont des phrases qu'ils refusent de prononcer. On le voit bien, puisqu'ils ne parlent que de oui, mais l'acétamipride, les autres pays européens l'utilisent, mais pourquoi pas nous? C'est ça, en fait, qui était dit. Sauf que moi, je savais que le vote de la loi du plomb s'était appuyé sur un détonateur de maladies et que ça allait générer des centaines, des milliers de malades, sans parler de la biodiversité. Et je me dis, mais comment on peut accepter de tomber malade pour une filière
agricole, enfin, je veux dire industriel, c'est quand même lunaire. Enfin, s'il y a quelqu'un qui se manifeste, hein, parce que, je pense que tout ça s'est mélangé dans ma tête. Et quand le vote de la loi du plan s'est approché, ça s'est passé très vite. J'avais pas du tout cette intention-là, mais je me suis dit, c'est à la société civile d'avoir le dernier mot. Je pouvais pas. En fait, j'étais la seule à avoir la gueule à la chimio. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est à nous d'avoir le dernier mot. On ne peut pas en rester là, quoi. Voilà. Je m'énerve un peu, excusez-moi. Alors, vous avez créé un collectif qui s'appelle Cancer Colère. Il y a une forte mobilisation, une pétition à 2 millions, plus de 2 millions de signatures. Et je m'arrêterai sur certaines affichettes du collectif Cancer Colère. Des affichettes sur lesquelles on peut lire « Le cancer est colonial, raciste, fasciste ». On est assez loin de la communication classique autour du cancer, notamment de la communication au moment d'Octobre Rose qu'on vient de traverser. Qu'est-ce qui doit changer dans la manière dont on aborde la question du cancer, dans la manière dont on en parle et dans la tonalité des discours ? Alors d'abord, je voulais dire à Lilith, on se connaissait pas. C'était ma première banane que je dessinais. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce visuel ? C'est parce que j'étais soignée à Gustave Roussy et une partie des infirmières, c'est elles qui m'ont informée sur le chlordécone. Voilà, donc éducation populaire, quoi. Et donc c'était vraiment important. Donc ça part des soignantes, quoi. Ça part des infirmières. Le message politique, c'est que en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on nous demande d'endurer. On nous demande de surmonter les épreuves. On nous demande, quand on a un cancer du sein, on nous dit « Restez belle, ça va vous faire du bien. Maquillez-vous, déguisez-vous quand vous allez au chimio. Vous allez voir, ça va vous donner la patate, vous allez être sexy, vous allez mieux pouvoir vous assumer. » Et en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas tomber malade. Donc le sujet, c'est qu'on veut supprimer les causes des maladies. Parce qu'il n'y a pas que le cancer. Vous parlez de la maladie de Parkinson, l'endométriose, le diabète, des maladies orphelines rares. On dit que c'est rare, mais il y en a de plus en plus. Donc il y a plein de maladies et qui deviennent des phénomènes de société. Et on dit non mais bon bah ouais mais c'est comme ça. Donc non, ce qu'on est en train de dire nous, c'est dire on ne veut pas que vous nous disiez comment on doit vivre la maladie. On ne veut plus tomber malade. Et en plus de ça, on refuse. Donc la maladie a une dimension politique aujourd'hui, puisqu'on a bien compris qu'une grande partie le gouvernement dans sa totalité et une partie des parlementaires refusent, on fait leur choix. Ils protègent les industriels et pas nous. Donc ils ont fait des tests grandeur nature très efficaces aux Antilles. Et ils se disent, on va faire, non pas pareil, parce que ce ne sont pas évidemment du tout les mêmes mécanismes. On n'a pas de mécanisme colonial. Mais ce qui se passe au Brésil, au Bénin ou en Indonésie, il y a des mécaniques coloniales. Mais l'idée, c'est la santé publique n'est pas un enjeu pour le gouvernement, d'ailleurs qui n'a pas prononcé un mot cette année. Scandale des eaux Nestlé, scandale du cadmium, l'hexane solvant d'hydrocarbures dans les huiles alimentaires non bio, les chiffres sur l'épidémie du cancer. Pas un mot. À part François Bayrou, qui dit qu'il faudrait quand même responsabiliser les malades, parce que les malades, c'est des dépenses, et qu'on a un problème avec la dette. Voilà. Donc le langage, on a un problème de langage, et ça, c'est comment on se réapproprie le langage. Et il faut dire les choses. Le racisme environnemental, nous on est des malades, et un malade sur deux du cancer n'aurait pas dû tomber malade. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Depuis 1990, le nombre des malades du cancer ont doublé. Donc la moitié d'entre nous n'aurait pas dû tomber malade. Et les prévisions pour le futur, on a dit qu'on ne déprimait personne ce soir, mais elles ne sont pas géniales. Donc, oui, maintenant, il faut se réapproprier le langage. La sécurité sociale, c'est la solidarité collective. C'est pas un trou, c'est la solidarité collective. Quand on est malade, on a encore du pouvoir. On a notre mot à dire
sur les déserts médicaux, sur les médicaments, sur les choix thérapeutiques. Et voilà, donc on a besoin de dire non, je ne vais pas subir la maladie, je vais pas vous lâcher parce que je veux pas tomber malade. Parce que quand on connaît la maladie, on la souhaite à personne. Et quand je dis ça, je pense à Rima Hassan qui disait « Chaque jour, il faut se rappeler de ne jamais haïr ». Et ben c'est ça aussi. C'est que chaque jour, quand on est malade, il faut apprendre à ne souhaiter le cancer à personne. Ça prend un peu de temps parfois. Je dois dire. La transition, c'est que vous êtes mobilisés à là où sont les responsabilités à l'Assemblée nationale, mais aussi chez des producteurs de produits chimiques, de pesticides, notamment il y a une action à BASF il y a quelques semaines avec des faucheurs volontaires. Comment Qui sont présents ici, hein. Les faucheurs volontaires, inspection citoyenne, ils sont joyeux, ils sont solidaires, ils ont un courage de fou, ils ont une détermination de dingue et ils mènent des inspections citoyennes. Est-ce que je peux... Ils s'introduisent sur des sites industriels sans y être invités. On est d'accord ? Voilà, ouais, ici et ailleurs. Et donc, l'idée c'est qu'ils vont s'introduire sur un site et ils vont aller faire une inspection citoyenne des stocks de produits dangereux et ils trouvent à chaque fois des produits interdits en Europe. Donc, c'était le Régent en 2022. En juin, c'était le Fastac et là, c'était le Fipronil à Saint-Aubin-les-Elbeuf le 17 novembre dernier. On y était. Et c'est que on comprend... Alors, ce qui est assez magnifique, c'est qu'on comprend que la lutte se propage et que inclure... Parce que quand on est malade, et moi je parle à des femmes qui ont de l'endométriose, elles se sentent aussi concernées par la problématique des pesticides. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies, des troubles qui se sentent concernées par les pesticides. Et quand on a ces troubles, ces pathologies, on a le sentiment d'incarner ce système qui part en vrille, qui est en train de nous détruire. On incarne ça. Et le fait de se montrer... Le fait de rentrer dans la lutte aux côtés des faucheurs, aux côtés des paysannes et des paysans, aux côtés des défenseurs de l'environnement, des activistes, ça ajoute un maillon qui n'était pas là avant. Non pas qu'il manquait, mais parce que, comme on n'est toujours pas entendu, que des malades soient présents, ce qui était le cas. Les agriculteurs et agricultrices malades des pesticides, dont les maladies ont été reconnues maladies professionnelles, qui sont au collectif en soutien des victimes des pesticides de l'Ouest, étaient présents. Il y avait plusieurs dizaines de personnes. Et la présence de malades sur des sites industriels, notamment de BASF, c'est très fort. Vous avez l'usine, des barrières qui sont tombées, tout le monde n'a pas pu rentrer, des agriculteurs et agricultrices malades, des paysans, des paysannes, des faucheurs, des médecins, absolument, des médecins, et des journalistes, parce que sinon on serait tout seul. Et le message, on sait que même si des agricultrices et des agriculteurs ont été frappés, ils étaient en sang, ils ont été traînés par terre, c'était difficile à voir. Donc les malades, on n'est pas protégés par notre maladie quand on est face à la répression policière, ça il faut bien le comprendre. Il n'empêche que on se sent à l'endroit juste. On comprend qu'en défendant la santé, on défend la démocratie, parce qu'il n'y a que en flinguant la démocratie qu'ils arrivent à faire passer des lois pourries. Il a fallu faire passer la loi du plomb en commission mixte paritaire. Ils ont organisé eux-mêmes la motion de rejet sur leur propre loi pour qu'elle passe en commission mixte paritaire, pour qu'ils la discutent tranquille, derrière les portes fermées. Donc la démocratie, il la vide de son sens pour imposer des lois mortifères qui nous détruisent. Donc défendre la santé, c'est défendre la démocratie, c'est défendre les paysannes et les paysans. Parce que comme disait Élise, mais qu'est-ce qu'on va bouffer si on se préoccupe pas de leurs enjeux de revenus, de santé, de leurs problèmes environnementaux, les traités de libre-échange qui saccagent leur business. Mais on est aussi au cœur du vivant. Quand on défend la santé,
on va défendre le vivement. C'est indispensable. Et c'est toutes ces interdépendances qui font que se positionner sur la santé, inviter des malades à rejoindre la lutte, c'est très fort et c'est peut-être ce qui manquait pour avoir un écho qui soit impossible à contrer. Ils essayent, hein. Ils essayent. On nous appelle les hystériques du cancer. On nous accuse de faire le buzz sur le cancer. Voilà. Donc, ouais. Donc c'est vrai qu'ils essayent d'allumer des contre-feux. Ça prend pas très bien. Et voilà. Donc tout ça est. Et en face, la prise de conscience, elle prend. Vous avez l'impression qu'il y a une bascule dans la perception de la maladie, enfin du cancer et de toutes les maladies. À chaque fois qu'on voit soupçon de cancérogène, mutagène, reprotoxique, le lien entre ces petites phrases pour tel ou tel produit et la réalité de la maladie, il commence à être difficilement discutable. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu ? Alors, c'est une question qu'il faudra poser aussi à Élise Bordet et puis à Lilith et à Tom, parce que c'est vrai, comment est-ce qu'on peut être entendu sur ces sujets qu'ils ne veulent pas entendre ? Parce que c'est ça, le silence est une stratégie. C'est une stratégie, c'est une organisation pour nier la population, les enjeux, pour continuer à industrialiser l'agriculture et à faire de l'alimentation un marché rentable à l'exportation. C'est tout. C'est pas pour nous nourrir. Quand ils nous parlent de souveraineté alimentaire pour l'acétamipride, c'est pour les betteraviers pour faire de l'éthanol, pour des biocarburants. C'est pas pour faire des salades. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc on est dans un mensonge d'État. On est dans une propagande. C'est les mots qu'ils emploient à notre rencontre. Mais on doit transformer le langage, on doit s'informer et on doit transformer le truc parce qu'on est face à un bloc qui ne veut pas lâcher des dizaines et des dizaines de milliards. Il y a, en 2023 ou 2024, les pesticides, ça représentait 79 milliards de dollars sur une année. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc c'est en termes de chiffre d'affaires. Donc évidemment, ils ne vont pas renoncer à ça. Donc se faire entendre, ça va prendre des formes qu'on ne peut plus choisir. C'est créer un rapport de force. C'est ce que font les faucheurs et les faucheuses. On crée un rapport de force. On ne peut plus juste faire des marches, on ne peut plus juste mettre des banderoles. Ça fait partie aussi du tout, mais ça n'est pas suffisant. Et il va falloir aussi, et c'est ce qu'on a commencé à faire, passer à l'action directe et rejoindre des groupes militants pour celles et ceux qui le sentent et qui le veulent. C'est pas une obligation, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais on doit aussi plus collectivement rejoindre les mouvements d'action directe, parce que c'est ça qui dérange. C'est ça qui expose, qui dérange. Et BASF, dans son rapport d'activité en 2024, fin 2024, disait qu'ils sont très embêtés au sujet des 4500 procès qu'ils ont sur les PFAS. Là, on vient d'apprendre donc, que 92% de l'eau potable en France est contaminée au TFA, un métabolite de PFAS. Ils sont très embêtés sur les 4500 procès et ils savent que ça va peser sur les comptes. Parce que visiblement, ils n'ont pas des méga grandes chances de gagner, quoi. Et par ailleurs, Bayer, c'est 67 000 procès en cours. Hein. Et le Financial Times disait ils vont peut-être fermer, Bayer pense à fermer Monsanto pour éviter de payer pour les procès. En fait, je dure beaucoup trop longtemps. Bref, on n'est pas entendu. On n'est pas entendu et on va se faire entendre parce qu'il s'agit de nos vies, en fait. On n'a pas le choix. Donc, ensemble, tous à notre niveau. Tous à notre niveau. En alliance. Merci beaucoup.